Je n'étais pas censé entendre cela. Le parking en béton derrière Solutions d'affaires Moreau répercutait chaque son ce soir-là. Une portière de voiture a claqué quelque part au-dessus de moi. Des pneus ont brièvement crissé sur la rampe. Puis j'ai entendu la voix de Marc, basse, intime, le genre de voix qu'un homme n'utilise pas dans les réunions de personnel. Je me suis figé à côté de ma Lexus argentée. Demain, tout nous appartiendra. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que j'avais mal compris. Je me suis glissé derrière un épais pilier en béton et j'ai regardé vers l'entrée des employés. Il était là, mon fiancé, et blotti dans ses bras se trouvait Chloé Martin, son assistante. Son visage était enfoui contre sa poitrine. Sa main reposait sur son dos. Pas un câlin amical, loin de là. J'ai eu l'impression que mon estomac se décrochait, la sensation était presque physique. Puis il a dit quelque chose qui a frappé encore plus fort. Ce soir, je dois encore jouer le rôle du mari parfait. Chloé a ri doucement. Juste une nuit de plus. Mes doigts se sont resserrés autour de mes clés de voiture. Pendant 3 ans, j'avais fait confiance à cet homme. 3 ans? Et d'une manière ou d'une autre, debout dans ce parking du centre-ville de Lyon un mardi soir, je me suis soudain senti comme une parfaite étrangère regardant la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer. Je devrais probablement vous dire qui je suis. Je m'appelle Diane Lefebvre. J'ai 58 ans. Je suis propriétaire de fournitures de bureaux Lefebvre, une entreprise régionale que mon père a fondée dans les années 70. Nous fournissons du mobilier de bureau, des imprimantes, des produits en papier et du matériel aux écoles, aux administrations locales et aux petites entreprises de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce n'est pas glamour, mais cela a permis une belle vie, une très belle vie. Mon père a travaillé presque jusqu'à l'épuisement pour la créer. Quand il est décédé, j'ai pris la relève. Pendant près de 20 ans, l'entreprise a été tout mon univers. Puis, il y a 6 ans, j'ai rencontré Marc Moreau. Il était charmant, drôle, le genre d'homme qui se souvient des anniversaires et ouvre les portes. Après mon divorce, je ne cherchais pas une autre relation. Du moins, c'est ce que je disais à tout le monde. Puis Marc a continué à se manifester. Les cafés se sont transformés en dîners. Les dîners en week-end d'escapade. Et bientôt, je me suis surprise à imaginer la retraite avec quelqu'un à mes côtés, chose que je n'aurais jamais cru refaire. Le mariage était prévu pour octobre, dans 4 mois, et demain matin nous devions signer des documents faisant de lui un copropriétaire de l'entreprise mon entreprise, l'entreprise que mon père a bâtie, l'entreprise que j'ai passé des décennies à protéger. Je suis resté là, dans ce garage, à les écouter parler. Chaque instinct me disait de m'approcher et de les affronter, de crier, de jeter quelque chose, d'exiger des réponses. Au lieu de cela, je suis resté caché. Peut-être parce qu'une partie de moi n'était pas prête à entendre le reste. Peut-être parce qu'une fois que quelque chose est confirmé, on ne peut plus l'oublier. Chloé s'est finalement éloignée de lui. Elle a regardé autour d'elle, nerveuse. Je suis encore inquiète. Marc a souri. Détends-toi. Puis il l'a embrassée, pas un baiser rapide, ni accidentel, le genre de baiser qui vient avec l'habitude. J'ai détourné le regard. Mes yeux me brûlaient soudainement. Je suis retourné discrètement vers ma voiture. Aucun d'eux ne m'a remarqué. Je suis monté, j'ai fermé la portière et je suis resté assise là. La radio jouait une vieille chanson des Eagles. Les gens rentraient chez eux. La ville continuait de bouger. Pendant ce temps, tout mon avenir venait de se fissurer en deux. Je ne me souviens pas du trajet pour rentrer chez moi, seulement que je me suis retrouvé d'une manière ou d'une autre dans mon allée. La lumière du Porsche s'était allumée automatiquement. Les paniers de fleurs suspendus avaient besoin d'être arrosés. Tout semblait normal, ce qui me paraissait insultant. À l'intérieur, je me suis versé un verre de vin, puis un autre. La télévision jouait en fond sonore, je n'en ai pas regardé une seule seconde. Vers 21h, mon téléphone a sonné. Marc. J'ai fixé son nom, je n'ai pas répondu. Un texto a suivi, en retard. Chloé avait besoin d'aide pour préparer la présentation de demain. Je rentre bientôt. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absurde. Je me suis soudain demandé combien de mensonges j'avais déjà cru. 10 minutes plus tard, mon frère aîné, Ronan, a appelé.
Ronan Lefebvre avait passé 30 ans comme inspecteur à la police judiciaire de Lyon avant de prendre sa retraite. Si quelqu'un pouvait déceler des problèmes dans ma voix, c'était bien Ronan. Diane? Oui. Tu vas bien? C'est tout ce qu'il a fallu. J'ai commencé à pleurer. Pas des sanglots dramatiques, juste des larmes d'épuisement. Le genre qui vous prend par surprise. 20 minutes plus tard, Ronan était assis à ma table de cuisine, buvant un café, pendant que je lui racontais tout. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il s'est frotté la mâchoire. Tu l'as confronté? J'ai secoué la tête. Non. Bien. Cela m'a surprise. Bien, a-t-il répété. Diane, si demain implique des documents juridiques et des transferts de propriété, tu ne lui donnes pas d'avertissement. Je l'ai regardé fixement. L'inspecteur était toujours là. Retraité, mais toujours au travail. Tu penses que c'était planifié? Son expression disait tout. Je pense que tu dois le découvrir. Les mots ont pesé lourdement entre nous. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons tout passé en revue. Les documents de transfert, la réunion d'investisseurs à venir, l'implication croissante de Marc dans les finances de l'entreprise. Des petits détails que j'avais ignorés. Des choses qui semblaient soudain différentes. Vers minuit, Ronan s'est levé. Tu as besoin d'un avocat dès demain matin. Peut-être que je surréagis. Il m'a regardé droit dans les yeux. Diane. C'était tout. Juste mon nom. Mais j'ai compris. Il ne parlait pas en tant que mon frère. Il parlait en tant que quelqu'un qui avait passé des décennies à regarder les gens ignorer des signes de danger évidents. Après son départ, j'ai erré dans la maison. La photo de fiançailles encadrée sur le mur du couloir. Les invitations de mariage soigneusement empilées dans mon bureau. Les brochures de vacances que nous avions collectées. Chaque objet semblait soudain faux. À 1h30 du matin, Marc est enfin rentré. J'ai entendu son camion, ses pas, la porte d'entrée. Je suis resté à l'étage, la porte de la chambre verrouillée. Mon téléphone a vibré. Un texto, tout va bien? Je n'ai pas répondu. Quelques minutes plus tard, un autre message, je t'aime. Je l'ai regardé fixement. Puis j'ai éteint l'écran. Vers 3 heures du matin, j'ai pris une décision. Pas la vengeance. Pas encore. La survie. J'ai fait une valise, jeans, pull, médicaments, ordinateur portable, documents importants. Juste assez pour quelques jours. Le ciel commençait à s'éclaircir quand j'ai descendu la valise. Marc dormait dans la chambre d'amis, apparemment après avoir trouvé la chambre à coucher verrouillée. Un instant, je suis resté là à le regarder. L'homme que j'avais failli épouser. L'homme que je reconnaissais à peine. Puis j'ai doucement franchi la porte d'entrée, démarré ma voiture et disparu avant le lever du soleil. La première chose que j'ai remarquée après avoir quitté Lyon, c'est à quel point tout semblait ordinaire. Le soleil s'est levé. La circulation avançait. Les gens s'arrêtaient pour prendre un café. Personne ne savait que ma vie venait d'exploser. J'ai roulé vers le sud sur l'autoroute à 700 destinations précises. Pendant près de 2 heures, j'ai continué. Plus je m'éloignais de chez moi, plus il devenait facile de respirer. Pas beaucoup plus facile, juste assez. Vers 7h30 ce matin-là, je me suis arrêté dans un hôtel Ibis à Valence. Ce n'était pas luxueux. C'est exactement pour ça que je l'avais choisi. Pas de souvenirs. Pas de relation. Aucune chance de croiser quelqu'un que je connaissais. La femme à la réception a souri poliment. Vous vous enregistrez? Oui. Pour affaire ou pour le plaisir? J'ai failli rire. Ni l'un ni l'autre. Mais j'ai simplement hoché la tête et pris la clé de la chambre. Chambre 214. 2e étage. Donnant sur un parking et un fast-food. J'ai porté ma valise à l'intérieur, fermé la porte et je me suis assise sur le bord du lit. Silence. Pour la première fois depuis des années, personne n'attendait rien de moi. Pas d'employé. Pas de client. Pas de fiancé. Juste moi. Puis mon téléphone a commencé à vibrer. Marc. J'ai fixé l'écran.
Je l'ai laissé sonner. 30 secondes plus tard, il a sonné de nouveau. Puis encore. Et encore. À 10 heures ce matin-là, il avait appelé 14 fois. J'ai finalement mis le téléphone en mode silencieux. Une partie de moi voulait répondre. Une partie de moi voulait l'entendre s'expliquer. Une autre partie savait déjà qu'il n'y avait aucune explication qui en vaille la peine. À 11 heures, j'ai appelé Sandra Laurent. Sandra était l'avocate de l'entreprise depuis près de 15 ans. Elle avait 62 ans, était aussi tranchante qu'une lame de rasoir et n'était absolument impressionnée par personne, y compris moi. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Sandra, j'ai besoin d'aide. Quelque chose dans ma voix l'a fait taire. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. Quand j'ai eu fini, il y a eu une longue pause. À Valence. Bien. Ce n'était pas la réponse à laquelle je m'attendais. Bien. Reste là-bas. Son ton m'a immédiatement rappelé pourquoi les entreprises l'engageaient. Je veux que tu m'envoies par courriel tous les documents de transfert immédiatement. D'accord. Chaque version. D'accord. Et, Diane? Oui. Ne signe rien. J'ai fermé les yeux. Je n'en avais pas l'intention. Bien. Pour la première fois de la journée, je me sentais un peu moins seul. Sandra s'est mise au travail. Pendant ce temps, j'étais assise dans cette chambre d'hôtel, à regarder par la fenêtre. Vers midi, mon estomac m'a finalement rappelé que je n'avais pas mangé. J'ai traversé le parking pour aller à un restaurant courte paille. L'hôtesse m'a installé près d'une fenêtre. Des familles déjeunaient. Des couples de retraités discutaient autour d'un café. La vie continuait. J'ai commandé des crêpes, et c'est là que j'ai fait l'erreur de vérifier ma messagerie vocale. Le premier message était de Marc. Diane, où es-tu? Appelle-moi. Le deuxième semblait plus inquiet. Diane, ce n'est pas drôle. Le troisième semblait effrayé. Au sixième message, il criait presque. Personne ne t'a vu. Ton téléphone est éteint. Appelle-moi tout de suite. Je suis resté là, à manger des crêpes, tout en écoutant l'homme qui avait passé la soirée précédente à embrasser une autre femme paniquée parce qu'il ne me trouvait pas. Il y avait quelque chose de sombrement drôle là-dedans. Pas assez drôle pour me faire sourire, mais presque. Puis est arrivé le message numéro 9. Et soudain, j'ai ri. Un vrai rire. Diane, j'ai déjà appelé les hôpitaux. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Les hôpitaux? L'homme pensait que j'aurais pu être blessé. Pendant ce temps, j'étais assise à 1 mètre d'un présentoir de bouteilles de sirop d'érable, en train de décider si je devais commander du bacon. Un couple de personnes âgées à la table voisine m'a jeté un coup d'œil. Je me suis excusé. Ils ont souri poliment. Si seulement ils savaient. De retour à l'hôtel, Sandra a appelé. J'ai examiné l'accord de transfert. Sa voix était inhabituellement sérieuse. Mon estomac s'est noué. Et, Diane, quand as-tu lu la version finale pour la dernière fois? J'ai réfléchi un instant. Il y a quelques mois. Pas la dernière version? Non. Silence. Puis elle a soupiré. C'est un problème. Je me suis redressé. Quel genre de problème? La version prévue pour demain est considérablement différente. Chaque nerf de mon corps s'est soudainement réveillé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Marc obtient une autorité immédiate sur plusieurs comptes de l'entreprise. J'ai eu froid. Quoi? Pas à terme, la voix de Sandra s'est durcie. Immédiatement. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. Le parking en bas est devenu légèrement flou. Je n'ai pas approuvé ça. Non, tu ne l'as pas fait. Ma main a commencé à trembler. Pendant des décennies, j'avais géré des contrats, des fournisseurs et des négociations. Je n'étais pas négligente. Je n'étais pas naïve. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, j'avais fait assez confiance à Marc pour arrêter de vérifier. Et maintenant, je me sentais embarrassé. Non pas parce que j'avais été trompé. Parce que j'avais contribué à rendre cela possible. Sandra a continué. Il y a plus. Bien sûr qu'il y en avait.
Il y en a toujours. Elle a ignoré mon commentaire. J'ai fait quelques recherches ce matin. Mon pouce est accéléré. Quel genre de recherche? L'assistante. Chloé. Oui. Sandra a fait une pause. J'ai froncé les sourcils. Donc, Diane, a dit Sandra, l'entreprise n'a pas de produit, pas d'employés et aucune activité commerciale visible. J'ai compris immédiatement. Ou du moins une partie. Une société écran. Exactement. Je me suis laissé tomber sur une chaise. La pièce semblait soudainement plus petite. Pendant plusieurs minutes, aucune de nous n'a parlé. Finalement, j'ai posé la question qui pesait sur ma poitrine toute la matinée. Comment ai-je pu ne pas voir ça? Sandra a répondu immédiatement. Parce que tu faisais confiance à quelqu'un que tu aimais. J'ai baissé les yeux sur ma bague de fiançailles. Un beau diamant, cher, sans signification. Je me sens stupide. Non, sa voix s'est adoucie. Tu te sens trahi. Il y avait une différence. Une différence très importante. Mais à ce moment-là, je ne la sentais pas. Cet après-midi-là s'est éternisé. J'ai marché dans Valence, passant devant des librairies, des cafés, des familles poussant des poussettes. Je n'arrêtais pas d'imaginer différents avenirs. Certains se terminaient par la vente de l'entreprise. Certains par ma retraite. Certains par le simple fait de tout abandonner. J'étais fatigué. Vraiment fatigué. Pas physiquement, émotionnellement. À 58 ans, recommencer à zéro n'était pas vraiment attrayant. Les gens aiment dire que l'âge n'est qu'un chiffre. En général, ces gens ont 40 ans. La vérité est que reconstruire une vie demande de l'énergie. Et l'énergie devient précieuse. En début de soirée, mon téléphone comptait 31 appels manqués. La plupart venaient de Marc. Quelques-uns d'amis communs. Puis un est arrivé de ma belle-sœur. Diane, appelle-nous. Marc dit qu'il est mort d'inquiétude. Mort d'inquiétude? L'expression m'a irrité plus qu'elle n'aurait dû. Vers 18h30, Sandra a rappelé. Cette fois, sa voix portait quelque chose de nouveau. De l'excitation. Sandra, quoi encore, ai-je demandé. J'ai trouvé le programme de l'événement de demain. Mon cœur s'est serré. D'accord. Marc ne traite pas cela comme une simple signature de transfert. J'ai attendu. Puis elle a annoncé la nouvelle. Il y aura des investisseurs présents. Je me suis redressé. Quoi? J'ai regardé le mur fixement. Lentement, une image a commencé à se former. Une image plus grande. Marc ne se préparait pas à une réunion juridique de routine. Il se préparait à quelque chose de public. Quelque chose d'important. Quelque chose qui le mettrait en valeur. Et pour la première fois depuis que j'avais quitté Lyon, une idée a commencé à germer. Le lendemain matin, je n'étais plus seulement en colère. J'étais réveillé d'une manière différente. Pas le genre de réveil que l'on obtient avec du café, le genre que l'on obtient quand quelque chose se met enfin en place et que l'on réalise que l'histoire dans laquelle on a vécu n'est pas la version complète. Sandra m'a appelé à 7h10 du matin. J'ai besoin que tu t'assoies, a-t-elle dit. Je suis déjà assise. Ce n'était pas tout à fait vrai. J'étais debout près de la fenêtre de l'hôtel à Valence, regardant un camion de livraison manœuvrer sur le parking du Courtepaille, mais je me suis assise quand même. Dis-moi, ai-je dit. Il y a eu une pause sur la ligne. Cela a rapidement capté mon attention. De quoi parles-tu? Je suis remonté plus loin dans les archives hier soir. Sandra était toujours comme ça à voix calme, mots prudents, jamais pressée à moins que quelque chose ne soit sérieux. Et il y a une participation de 20% attribuée il y a des années. J'ai froncé les sourcils. Ce n'est pas possible. Je le saurais. Tu aurais dû, a-t-elle dit doucement. Mais cela a été structuré par un accord de partenariat silencieux. Très démodé, très légal. J'ai pressé ma main contre mon front. Qui? Une autre pause. Walter Garnier. Pendant une seconde, j'ai juste répété le nom à voix haute. Walter Garnier, l'ami de mon père. Oui. Cette partie m'a touché différemment.
Walter avait connu mon père avant même que je comprenne ce que signifiait le mot « entreprise ». C'était le genre d'homme qui venait au barbecue, réparait les clôtures cassées sans qu'on le lui demande, et ne voulait jamais être crédité pour quoi que ce soit. Je ne l'avais pas vu depuis des années, pas depuis les funérailles de mon père. Il est encore en vie, ai-je demandé. Oui, et toujours légalement lié à ton entreprise. J'ai marché lentement jusqu'au lit et je me suis assise. Le matelas a à peine fait un bruit. Et Marc ne le sait pas? Non, a dit Sandra. J'ai compris ce qu'elle voulait dire sans qu'elle le dise directement. Marc pensait que demain était son moment, mais il n'avait pas la carte complète. Cet après-midi-là, je suis allé en voiture dans un petit restaurant en dehors de Valence pour rencontrer Sandra en personne. C'était le genre d'endroit où le café est toujours trop fort et où les serveuses appellent tout le monde « ma belle ». Sandra s'est glissée dans la banquette en face de moi et a ouvert son dossier comme si elle s'apprêtait à plaider une affaire au tribunal. Bon, a-t-elle dit, voici ce que nous savons. Elle a tout exposé lentement. Les documents de transfert révisés n'étaient pas juste une erreur ou une mauvaise négociation. Ils ont été structurés pour transférer le contrôle opérationnel avant que la pleine propriété ne change officiellement de main. En clair, Marc se positionnait pour tout diriger immédiatement, pas plus tard. Immédiatement. Mon estomac s'est de nouveau noué. Et Chloé, ai-je demandé. Sandra a tapé sur une page. J'ai failli rire. Chloé ne connaît rien au développement de produits. Je sais, a dit Sandra. C'était ça le problème. Nous le savions toutes les deux. J'ai regardé la table. Le grain du bois portait les rayures de nombreuses années d'utilisation. De vraies rayures, une vraie histoire. Tout dans cet endroit semblait plus honnête que ce qui se passait dans ma vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. Sandra a fermé le dossier. On n'annule pas demain. J'ai levé les yeux. On n'annule pas? Non, a-t-elle dit. On y va. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle s'est légèrement penchée en avant. Si Marc pense qu'il se rend à une célébration, laissons-le faire. Et ensuite, nous nous assurons qu'il ne repart pas de la même manière qu'il est arrivé. Plus tard dans la journée, quelque chose d'autre s'est produit auquel je ne m'attendais pas. Un message vocal de Walter Garnier. Sa voix était plus vieille que dans mon souvenir, plus lente, mais toujours ferme. Diane, a-t-il dit, j'ai entendu dire que tu pourrais avoir besoin de parler. C'était tout. Pas de drame, pas de questions, juste une invitation. Je l'ai rappelé dans les 5 minutes. Nous nous sommes rencontrés ce soir-là dans un petit café à Écully, au nord de Lyon. Quand je suis entré, je l'ai reconnu immédiatement, 81 ans, la posture droite, les mêmes yeux calmes dont je me souvenais de mon enfance. Il s'est levé quand il m'a vu. Diane Lefebvre, a-t-il dit. Walter, ai-je répondu. Nous nous sommes serrés la main. Un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis il a souri légèrement. Tu as la même tête que ton père quand il était sur le point de renvoyer quelqu'un. Malgré tout, j'ai failli rire. Nous nous sommes assis. Walter a commandé un café noir sans sucre, sans crème. Bien sûr. Je lui ai tout raconté, non seulement la trahison, mais aussi la peur, la confusion, la honte que je n'avais avouée à personne d'autre. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé à sa chaise. Ton père t'aurait dit quelque chose en ce moment, a-t-il dit. Quoi donc? Walter a pris une gorgée de café. La confiance se gagne, mais la paperasse se fiche des sentiments. Ça a piqué parce que c'était vrai. Puis il a fait glisser un document plié sur la table. Je l'ai ouvert. Mon souffle s'est coupé. Cela confirmait tout ce que Sandra avait dit. Walter Garnier était un propriétaire légitime de 20%, mais plus important encore, son approbation était requise pour certaines modifications structurelles impliquant des transferts de contrôle. Marc ne le savait pas. Et demain, devant des investisseurs, des banquiers et la moitié de la société d'affaires de Lyon, ce détail aurait beaucoup d'importance. Vous allez venir, lui ai-je demandé. Walter a hoché la tête. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Il y avait quelque chose de presque calme en lui, comme si rien de tout cela ne le surprenait. Avant que je parte, il a dit une dernière chose. Diane? Oui. Tu ne vas rien gâcher demain.
J'ai attendu. Il s'est déjà chargé de cette partie lui-même. Cette nuit-là, je suis retourné à l'hôtel et je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'arrêtais pas de penser à Marc, à Chloé, à la façon dont il avait dit « Demain, tout nous appartiendra ». Il avait l'air si certain. Les gens n'ont l'air aussi certains que lorsqu'ils pensent avoir déjà gagné. Mais maintenant, pour la première fois, je n'étais plus si sûr qu'il avait gagné. Le grand salon de l'hôtel Marriott en centre-ville de Lyon a toujours semblé trop lumineux, trop poli, comme un endroit conçu pour donner aux affaires ordinaires plus d'importance qu'elles n'en ont vraiment. Ce matin-là, il était rempli exactement du genre de personnes que Marc voulait impressionner. Des cadres de la Société Générale en costume sur mesure, des investisseurs locaux tenant des tasses de café comme si elles leur appartenaient de droit. Quelques clients de longue date que j'ai reconnus immédiatement et des hommes qui avaient connu mon père, des hommes qui s'attendaient à me voir assise à cette table d'honneur. Au lieu de cela, je me tenais dehors dans le couloir, observant, attendant. Sandra se tenait à côté de moi, faisant défiler des documents sur sa tablette. « Prête ?» a-t-elle demandé. « Non », ai-je dit honnêtement. Elle a hoché la tête. « Bien. Ça veut dire que tu es attentive. » Cela m'a presque fait sourire. Presque. À l'intérieur, je pouvais voir Marc se déplacer dans la pièce comme s'il en était déjà le propriétaire. Confiant, détendu. Chloé était assise près du devant, vêtue d'une robe de couleur crème et arborant un sourire qui semblait soigneusement étudié. Toute la scène avait été répétée. Je pouvais le sentir. Un membre du personnel est monté sur la petite estrade. Avant de commencer la cérémonie de transfert officiel. C'est alors que Sandra s'est légèrement penchée vers moi. « Maintenant » a-t-elle dit. Nous sommes entrés. La salle ne nous a pas remarqués au début. Puis quelqu'un l'a fait. Un banquier de la Société Générale a tourné la tête. Puis un autre. Et soudain, toute la première rangée s'est agitée. Marc m'a vu. J'ai observé le moment exact où sa confiance s'est fissurée. Ce n'était pas spectaculaire au début, juste une pause dans son expression, un vacillement. Puis il a souri comme si de rien n'était. « Diane » a-t-il dit en s'avançant vers moi. « Je suis content que tu sois là. » Cette seule phrase m'a tout dit. Il pensait que j'étais encore un problème à gérer, pas une menace. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai plutôt regardé la salle. Tous ces gens, tous là pour quelque chose qu'ils croyaient légitime. Je pense que nous devrions faire une pause, ai-je dit calmement. Quelques rires nerveux sont venus du public. Marc a gloussé légèrement. Pas besoin de ça. Nous sommes sur le point de finaliser. En fait, ai-je interrompu, si. La salle s'est tue. Sandra a ouvert son dossier. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait dans un tel contexte. J'ai arrêté de me justifier et j'ai commencé à présenter des faits. D'abord, les documents de transfert révisés. Des copies imprimées, des sections surlignées, les lignes de signature de Marc, les clauses qui transféraient immédiatement le contrôle opérationnel. Quelques personnes se sont penchées en avant. Les banquiers reconnaissent toujours le risque juridique plus rapidement que l'émotion. Puis j'ai continué. La société de conseil de Chloé, les paiements, la chronologie, l'absence de travail réel derrière. C'est là que j'ai vu le sourire de Chloé s'estomper. Juste légèrement. Pas disparu, mais fissuré. Marc s'est avancé. C'est un malentendu, a-t-il dit rapidement. Diane a été sous beaucoup de stress. Arrête, ai-je dit. Juste ça. Un mot. Il s'est arrêté. Parce que je n'élevais pas la voix, et cela importait plus que tout. Sandra a alors parlé pour la première fois. Avant que cela ne continue, une clarification de propriété est requise. Elle s'est tournée vers Walter, qui était assis tranquillement au dernier rang. Il s'est levé, et la salle a changé. Pas émotionnellement, structurellement. Les gens perçoivent l'âge différemment dans les milieux d'affaires. Non pas comme une faiblesse, mais comme une autorité acquise avec le temps. Walter s'est avancé lentement et a posé un document sur la table. « Je détiens une participation de 20%, a-t-il dit. Silence. Marc a cligné des yeux. « C'est impossible, a-t-il dit. Walter l'a regardé calmement. « Fiston, a-t-il répondu, c'est tout à fait possible.
Ce mot, fiston, a atterri plus durement que tout autre dans la pièce. Quelques investisseurs ont échangé des regards. Maintenant, ils prêtaient attention d'une manière différente. Non pas par curiosité, mais par inquiétude. Sandra est intervenue à nouveau. Tout changement structurel nécessite le consentement de toutes les parties contrôlantes. Elle a regardé Marc droit dans les yeux. Cela inclut Monsieur Garnier. Pour la première fois, Marc n'avait pas de réponse prête. Chloé lui a chuchoté quelque chose. Il n'a pas répondu. Puis l'un des banquiers a pris la parole. Y a-t-il des anomalies financières dont nous devrions être informés? C'est tout ce qu'il a fallu. Une fois que cette question est dans la pièce, elle ne la quitte jamais. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas accusé. J'ai simplement posé la dernière série de documents sur la table. Des courriels, des révisions de transfert, des registres de paiement et une chronologie claire que n'importe qui pouvait suivre. La salle est devenue silencieuse de cette manière lourde qui ne se produit que lorsque les gens commencent à tout recalculer ce qu'ils pensaient savoir. Marc a regardé autour de lui comme s'il cherchait du soutien, mais le soutien n'existe que lorsque la confiance est intacte, et la confiance venait de se briser. Chloé s'est levée soudainement. C'était son plan, a-t-elle dit en pointant Marc du doigt. Cela m'a même surprise, moi. Marc s'est tourné brusquement vers elle. Qu'est-ce que tu fais? Sa voix s'est élevée. Tu m'avais dit que c'était garanti. Maintenant, la salle a de nouveau basculé non pas vers moi, non pas vers lui, mais loin d'eux. Un homme au fond s'est levé et est sorti discrètement, puis un autre. C'est alors que Marc a essayé de se reprendre. Tout cela est monté en épingle, mais plus personne n'écoutait, pas vraiment. Sandra s'est légèrement penchée vers moi. Laisse faire. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas insisté. Je suis juste resté là pendant que la situation s'effondrait sous son propre poids. Finalement, la sécurité a été appelée. Pas pour moi, pour eux. Alors que Marc était escorté dehors, il s'est retourné vers moi pas en colère, pas encore, confus. C'était pire, parce que la confusion signifie que l'histoire que vous croyez sur vous-même vient de cesser d'avoir un sens. Chloé le suivait, se disputant toujours. Les portes se sont fermées, et la salle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis quelqu'un s'est raclé la gorge. L'instinct des affaires est revenu lentement, mais quelque chose avait changé de manière permanente. Après la réunion, les gens ne m'ont pas approché comme une victime. Ils m'ont approché comme quelqu'un qui avait survécu à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore entièrement. En sortant, Sandra a finalement expiré. Tu as géré ça mieux que ce que j'attendais, a-t-elle dit. Je n'avais pas l'impression d'avoir le choix, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Ce sont généralement les moments qui comptent le plus. Dehors, l'air semblait plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Je me suis tenu sur le trottoir, regardant la circulation traverser le centre-ville de Lyon comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé, et pour la première fois depuis des jours, je n'avais plus l'impression de fuir. La première semaine après que tout s'est effondré a semblé étrangement calme. Pas paisible, juste vide d'une manière que je n'attendais pas. Plus d'appels manqués de Marc, plus de messages frénétiques, plus besoin de m'expliquer à des gens qui ne savaient soudainement plus quoi croire. C'était comme si une tempête était passée et avait tout réarrangé. 6 mois plus tard, j'étais toujours en Auvergne-Rhône-Alpes, dirigeant toujours fourniture de Bureau Lefebvre, mais l'entreprise n'était plus la même qu'avant, et moi non plus. La routine matinale est revenue lentement. Café à 6h30, courriel à 7h, appel avec les districts scolaires et les bureaux départementaux en milieu de matinée. Du travail normal, du vrai travail, le genre que je comprenais vraiment. Nous avons restructuré l'entreprise en 3 mois pas de manière spectaculaire, mais avec soin. Sandra s'est occupée du côté juridique comme elle l'a toujours fait, discrète, précise, sans mouvement inutile. Walter s'est retiré presque immédiatement après la finalisation de l'accord. Tu n'as pas besoin que je traîne dans les parages, a-t-il dit un après-midi lors d'un déjeuner. Je lui ai dit qu'il avait probablement raison. Il a souri. Tu te débrouilles bien, Diane. Mieux que bien. Je ne me sentais pas mieux que bien la plupart du temps, mais j'ai apprécié de l'entendre quand même. Marc n'a pas contesté publiquement le résultat. Cela m'a surprise au début. Puis Sandra l'a expliqué.
Une fois que les investisseurs perdent confiance, il n'y a plus rien à débattre, a-t-elle dit. Chloé a disparu de la scène encore plus rapidement. Aux dernières nouvelles, par des connaissances communes, elle et Marc s'étaient séparés en quelques semaines, chacun rejetant la faute sur l'autre. Cette partie ne m'a pas surprise du tout. Le blâme est facile quand les choses s'effondrent. Ce qui m'a le plus surprise, c'est la rapidité avec laquelle la vie a cessé de tourner autour d'eux. J'ai commencé à faire du bénévolat une fois par semaine dans un centre d'affaires pour femmes à Lyon. Rien de formel, juste des conversations, du café, aider des femmes qui essayaient de recommencer après un divorce, un licenciement, ou simplement de mauvaises décisions qu'elles n'avaient pas vues venir. Un après-midi, une femme au début de la quarantaine a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. J'ai l'impression d'avoir perdu tellement de temps à faire confiance à la mauvaise personne. Je l'ai regardé un instant avant de répondre. Je ne pense pas que la confiance soit l'erreur, ai-je dit. Je pense que c'est d'ignorer son instinct. Cela l'a touché, je pouvais le dire, parce que j'avais fait la même chose encore et encore non seulement avec Marc, mais aussi avec des choses plus petites. De petits avertissements que j'avais choisi de ne pas voir parce que la situation générale semblait bonne. C'est ce que je pense que la trahison expose vraiment, non seulement le menteur, mais aussi les angles morts. Un soir à la fin du printemps, je suis allé en voiture jusqu'à l'ancienne propriété de mon père près d'Écully. Elle avait été vendue il y a des années, mais je passais encore parfois devant. Le terrain avait changé de main 2 fois depuis. Nouvelle maison, nouvelle clôture, une vie entièrement différente. Je me suis garé sur le bord de la route et je suis resté assise là un moment, pensant à lui, à la manière dont il avait tout construit avec soin, à quel point il croyait en la structure, en les règles, en la clarté. Des choses que je trouvais autrefois rigides. Maintenant, je les comprenais différemment. C'était une protection, pas une limitation. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais j'ai répondu. Une pause à l'autre bout du fil, puis la voix de Marc plus confiante, plus suave, juste fatiguée. Diane, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je n'étais pas surprise qu'ils finissent par appeler. Les gens comme Marc appellent toujours un jour ou l'autre. Que veux-tu, ai-je demandé. Une autre pause. Je voulais juste dire. Il s'est arrêté. Je pouvais l'entendre lutter pour trouver la bonne version de l'histoire. Finalement, il a dit, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. J'ai ri une fois, pas cruellement, juste honnêtement. Moi non plus, ai-je dit. Silence à nouveau. Puis il a demandé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Est-ce que quelque chose était vrai? J'y ai pensé un long moment. Pas à la trahison, pas au mensonge, mais aux premiers jours, les dîners, les voyages, les conversations sur mon porche le soir. Je pense que certaines parties étaient réelles, ai-je dit, mais pas celles sur lesquelles tu as bâti tes plans. Il n'a pas répondu, puis la ligne est devenue silencieuse. Je suis resté assise là un moment après ça. Pas de colère, pas de satisfaction, juste de la distance. Le genre que l'on gagne, pas le genre que l'on ressent. Plus tard cette semaine-là, Sandra et moi nous sommes retrouvés pour déjeuner à nouveau. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit, « Tu n'es plus la même personne qui est entrée dans mon bureau il y a 6 mois. » J'espère que non, ai-je dit. Elle a souri légèrement. C'est généralement le but. Ce soir-là, je me suis assise sur ma terrasse arrière, regardant le soleil descendre derrière les arbres de la région. L'air était chaud. Le chien d'un voisin a aboyé quelque part dans la rue. Des choses de la vie normale. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était juste un rappel de mon calendrier. Rien d'important. Je l'ai supprimé quand même. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé quelque chose de simple. Je n'attendais plus rien. Ni des excuses, ni une explication, ni une conclusion. Juste ma propre vie. Et c'était enfin suffisant. Si vous avez déjà reconstruit votre vie après que quelqu'un a essayé de vous la prendre, vous savez à quel point ce processus peut sembler lent au début. Mais il se produit. Discrètement. Étape par étape. Un jour, vous levez les yeux et vous réalisez que vous ne survivez plus. Vous vivez. Merci de m'avoir écouté.